Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ce retard. On aurait dû être en direct il y a plus ou moins 20 minutes. On a un petit souci technique, rien de grave. Ce numéro, l'invité des concernés aujourd'hui reçoit Monsieur Telly Diallo, que je vais ajouter à la scène tout de suite. Pour animer ce numéro, cette discussion, je suis aujourd'hui exceptionnellement accompagné d'une co-animatrice. Elle est stagiaire chez les concernés. Elle s'appelle Adama Condé, que peut-être pour mettre les pieds dans l'étrier très rapidement, vu qu'on a accusé quelques minutes de retard, nous allons discuter autour d'un essai, c'est un essai, intitulé «Les trajectoires migratoires guinéennes au-delà des chiffres» et monsieur Diallo en est l'auteur. Que, très rapidement peut-être, monsieur Telly Diallo, on va commencer par une présentation d'abord de vous et du livre, de la quatrième de couverture aussi, on va la dire, la quatrième de couverture de votre éditeur. Alors, ce livre met en lumière pourquoi tant de Guinéens tentent l'aventure européenne. Il analyse les pressions politiques, économiques et sociales qui les poussent à partir. Il décrit aussi les défis du voyage, obstacles administratifs, chocs culturels et épreuves psychologiques. La famille et la diaspora jouent un rôle central dans ces parcours migratoires. Cet ouvrage met en évidence les difficultés liées à l'éducation, à l'emploi et à l'intégration. Enfin, il propose des pistes concrètes pour bâtir un futur plus équitable, tant pour la Guinée que pour les pays d'accueil. Très rapidement, Monsieur Teddy Diallo, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos internautes, pour toutes celles et tous ceux qui nous suivent très rapidement? Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation. Et bravo à toute l'équipe du magazine Les Concerts. Merci. Vous faites un travail remarquable. Merci pour l'invitation. Alors, c'est difficile de parler de soi. Alors moi, c'est Tely Diallo, père d'un petit garçon à Lille, où je vis depuis quelques années. J'ai beaucoup bougé dans ma vie. Un vrai peu nomade, quoi, j'ai envie de dire. Sauf que je voyage sans troupeau. Vous l'aurez compris, comme quoi la migration, ça ne date pas d'hier chez moi. Et Heu, c'est j'ai ça aussi, hein, que, Ouais, ouais, Amadou Hampâté-Bâ disait à propos des Peuls, que c'est une population qui est habitant de partout et originaire de nulle part. Désolé de vous in c'est intéressant, ouais, de rappeler, un écrivain, un homme sage que j'admire beaucoup et j'ai une partie de mon enfance en Sierra Leone, puisqu'on parle de migration. Une autre partie de mon enfance à Mamou, la ville carrefour et pour ceux qui sont, guinéens comprendront en fait, en tout cas, mo rewa ali wo rewtay. Je vais pas traduire, hein. Je laisserai, Alpha ou un autre traduire. Et puis, j'ai vécu de nombreuses années, à Conakry et avant de me retrouver aujourd'hui, en Europe et sur le plan professionnel, je suis juriste et depuis quelques années, je suis aussi auteur, de 3 livres, dont le dernier et porte sur les trajectoires migratoires, guinéennes au-delà des chiffres, pour lequel je suis là d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, l'invité peut aussi, se permettre de poser, des questions, Bien sûr. avant de continuer. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je crois Non, ça savoir va. que, voilà, vous 2 aussi, vous vivez à l'étranger, ce qui va rendre en tout cas, les échanges intéressants. Et Oui, que Alpha sait que je sais pas si on peut se tutoyer, je préfère en tout cas qu'on se tutoie, pas si de ça problème, on te peut se dérange. tutoyer, pas de Et problème. voilà, Alpha, tu es aussi auteur, si je comprends bien. Donc Oui, j'aimerais vraiment, voilà, voilà, que vous présentiez rapidement toi et Condé Adama que je connais pas, qui est la OK. stagiaire. Rapidement, ce que Ouais, vous c'est faites en fait, vous vivez où? Voilà, quel est votre parcours, brièvement, avant de continuer? bah, je vais d'abord commencer peut-être par, la stagiaire, Adama Condé, qui est en stage chez Les Concernés, chez le magazine, Les Concernés. Est-ce que tu Parfait. pourrais, te présenter, s'il te plaît, Adama? Oui, moi c'est Adama, j'ai 20 ans et je suis à la fac, à l'université de Nanterre. Je suis en humanité et droit et je vis à Paris. Mais je connais bien la Sierra Leone aussi. Donc, Un petit truc encore. En ce qui me concerne très rapidement, peut-être j'ai déjà un point commun avec, monsieur Telly Diallo, c'est que,
Mon père aussi, il est de Mamou, de Tambassa exactement pour être, très précis. Je suis guinéen, je suis né en Guinée, j'ai 29 ans et je suis actuellement, au Maroc, à Casablanca où je travaille. Bon, je fais partie un petit peu de la promotion des boursiers de la République, de 2015. J'ai fait les sciences maths, j'avais été premier de la République, ce qui m'avait permis d'obtenir une bourse d'études, pour le Maroc, où j'ai d'abord fait des classes préparatoires, mais scientifiques. Ensuite, j'ai intégré, l'Institut national de statistique et d'économie appliquée de Rabat, où j'ai fait, recherche opérationnelle et aide à la décision. Mais entre-temps, comme j'aime à le dire, la passion a plus ou moins pris le dessus, parce que j'ai toujours eu, un penchant très appuyé sur la littérature. Évidemment, je ne vais pas m'atteler sur les raisons qui m'ont poussé, à choisir cela, parce que, je pense qu'on aurait, pour, des heures et des heures de discussion et on n'a pas tout ce temps. Mais, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait, que je m'exprime et la littérature pour moi était, cette porte-là qui me permettait de m'exprimer et d'être libre, de dire tout ce que j'avais envie de dire et tout ce que je n'osais pas nécessairement dire devant d'autres personnes. Mon parcours, il a commencé, on va dire, peut-être un peu timidement par la poésie. Je voulais rendre hommage à ma grand-mère qui est décédée et avec qui, j'ai grandi. Donc, j'ai écrit un recueil de poèmes qui est sorti en 2019. Par la suite, disons en 2024, ouais 2024, l'année dernière du coup, j'ai été lauréat du prix littéraire William Sassine, en Guinée et j'ai aussi été, finaliste du prix, Voix d'Afrique, organisé par RFI et les éditions, Jean-Claude Lattès, à Paris. Ce qui m'a permis d'avoir plus ou moins quelques, on va dire quelques liens, quelques relations avec le milieu éditorial, parisien. Donc là, je travaille, à la publication de mon premier roman. Je ne vais pas en parler là parce que c'est rien n'est On va encore, pas spoiler. exactement. Donc plus ou moins c'est cela. Je suis, aussi, il faut le dire, rédacteur en chef adjoint du magazine, Les Concernés, où je travaille conjointement avec, mon ami et mon grand frère, Tamba François Koundoudou, qui est Ouais. l'éditeur en chef. Donc on édite des articles, on les publie et on en écrit aussi. Donc, par exemple, hier, j'ai publié un article d'analyse, enfin d'analyse, si on peut appeler ça comme ça, sur le parjure du candidat à l'élection présidentielle Mamadi Doumbouya sur les concernés. Que D'ailleurs, j'ai suivi, votre live d'hier. Vous avez, un peu, parlé de la situation, exactement. guinéenne et j'ai trouvé le débat intéressant et bravo pour tout ce que vous faites, ouais. Voilà en gros plus ou moins, mon parcours un petit peu, on va dire original. Alors, très rapidement, monsieur Telly, je vais commencer par, une question pour ma part qui est, peut-être simple mais très importante, à savoir, le choix de l'essai pour, cet ouvrage-là. J'ai beaucoup aimé la lecture, on va en parler tout à l'heure en détail, mais pourquoi l'essai vous est apparu comme étant, quelque chose de plus, naturel pour cet ouvrage-là et pas une autre forme, un autre genre? Alors c'est une question intéressante à laquelle, voilà, j'ai essayé de répondre. J'ai envie de préciser quelque chose parce qu'en fait, on peut le voir comme un essai et il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si c'est un roman ou si c'est quel type d'ouvrage. Roman, hein, il faut le dire, en fait, c'est vraiment pas, un récit littéraire et c'est difficile aussi de dire que c'est vraiment un essai. C'est vraiment un ouvrage d'analyse personnelle ou professionnelle. Voilà, j'ai rien inventé, hein. J'ai pas essayé de développer, en fait, des concepts qui sont pas connus. J'ai pas essayé de développer, en fait, des théories qui ne sont pas connues. Alors, je pourrais dire, d'un côté, en fait, ça pourrait être, un essai, parce qu'il y a des réflexions qui sont profondes. Il y a une analyse, en fait, qui est quand même qui a été, que j'ai essayé justement, en fait, de faire pour, mettre en lumière certains concepts, notamment, des concepts liés à tout ce qui est flux migratoire. Parce qu'en fait, dans le débat actuel sur les questions migratoires, je pense il y a un certain nombre, en tout cas, d'éléments qui ne sont pas réellement traités et c'est un ouvrage, d'analyse D'accord. et donc
si, vous voulez, on peut peut-être, voilà, revenir un peu sur la genèse, hein, pour, voilà, Bien permettre sûr. aux gens de comprendre de quoi il Mmh, s'agit exactement. Oui, c'est un ouvrage d'analyse, que certains pourraient appeler, bah, un essai, mais mmh, moi, personnellement, c'est vraiment, une analyse qui s'est faite, à partir d'un constat personnel mmh. ou, professionnel, D'accord. Merci beaucoup, Adama. Est-ce que, tu as une question peut-être à poser à Teddy Diallo? Oui, dans votre ouvrage, vous montrez que la migration guinéenne est souvent traitée de manière froide et à travers des chiffres, des pourcentages, des politiques migratoires, alors que dans la réalité, chaque migrant porte une histoire, une famille, une mémoire et parfois des traumatismes. On comprend à la lecture que vous cherchez à redonner une épaisseur humaine à ce phénomène, comme vous rappelez que la migration n'est pas un simple mouvement de population, mais une expérience existentielle. Du coup, ma question, c'est pourquoi est-il si important pour vous d'écrire ce livre au-delà des chiffres et de remplacer l'humain au centre du débat migratoire? alors personnellement, j'ai toujours aimé écrire, il faut le dire. Pour la petite histoire, au collège, déjà, je tenais un petit journal, privé et que certains appelleront, journal intime. À l'époque, on écrivait surtout des histoires, ou, j'ai envie de dire, des lettres, d'amour entre guillemets pour impressionner, les petites filles, et vous vous souvenez des lettres écrites avec des dessins de fleurs et de cœurs et qu'on envoyait à une fille, par l'aide, voilà, d'un intermédiaire ou, d'un facteur de lettres, guillemets. Moi, je Et remplissais des cahiers de poèmes, hein. voilà, Alpha, on a quelque chose en commun, donc on se reconnaît en fait dans ce que je raconte. Et on avait toujours un pote en tout cas à qui on confiait ce rôle en tout cas de transmettre ou de faire parvenir, cette petite lettre et d'ailleurs, mes amis venaient souvent, chez moi, soit, les lire, ces lettres que je ce petit livre, privé, soit les copier, tout simplement et je ne savais pas encore, que voilà, ça s'appelait du contenu partageable ou aujourd'hui que certains diront, voilà, du copywriting. Alors, plus sérieusement, ce livre, est né, de 3 choses. Je parlais un peu de la genèse et puis après voilà, je reviendrai sur la question. D'abord, il est né d'un constat, personnel. En tant que Guinéen et vous l'aurez compris, j'ai grandi entouré, de récits de personnes, en fait, qui partent, de récits de départ. Heu, Certains, arrivent à réussir, d'autres disparaissent ou, et beaucoup restent, silencieux, en fait. Donc on a du mal, justement à retracer le parcours, des uns et des autres et ensuite ce livre est né d'un constat, professionnel. En tant que juriste, dans une organisation humanitaire où je travaille, depuis plusieurs années en France, je vois, des dossiers, je vois des procédures pour ceux qui sont en France ou qui vivent cette migration, savent de quoi je parle. Je parle des procédures administratives, je vois des chiffres, tout dans les rapports, institutionnels et parce que comme vous le savez, en fait, dans les pays d'accueil, il est très difficile, hein, de retracer le parcours, des personnes qui arrivent, dans leur pays. Donc ils passent par, tout ce qui est chiffres pour gérer le flux migratoire auquel ils sont confrontés et donc au-delà de ces chiffres, en fait, moi je vois des êtres humains tout simplement et enfin l'autre motivation, c'est vraiment la migration, guinéenne est souvent racontée, par d'autres. Donc vous connaissez peut-être, voilà, dans les médias comment on raconte ou comment on Oui. parle, de la migration et j'avais envie d'y apporter, une voix de l'intérieur, puisque je fais partie, de gens qui vivent comme vous d'ailleurs en fait, vous faites partie d'une certaine manière de ce parcours ou de ces trajectoires migratoires et donc je voulais apporter une voix un peu plus nuancée, plus humaine, aller au-delà de ces chiffres.
Parce que voilà, très souvent, en fait, comme vous le savez, hein, les chiffres expliquent, les flux, mais les histoires expliquent, les vies, les vies humaines, les êtres humains. Tout à Donc fait. il fallait s'y intéresser, aller au-delà de ce qu'on voit dans les rapports institutionnels pour, voilà, parler de la vie humaine. J'aime souvent, en fait, le rappeler et dans le livre, je l'ai abordé. La migration, elle fait partie de l'histoire humaine, qu'on le veuille ou non. Oui. Moi, j'ai une question Peut-être, oui, vas-y sur, Adama. moi, c'est plus sur la répression politique. Du coup, là, j'ai une question. Oui, Vous retracez dans le livre une continuité de la violence politique en Guinée depuis l'indépendance. Ce qui frappe, c'est que la répression n'apparaît pas comme un événement ponctuel, mais comme une sorte de climat pré-permanent qui façonne les mentalités. La peur, la méfiance, la perte de conscience, surtout dans l'État. Et ça, là, j'ai l'impression que c'est de génération en génération. Ma question, c'est, pensez-vous que cette mémoire collective, la répression continue aujourd'hui à influencer des décisions des jeunes Guinéens de partir? absolument, c'est pourquoi j'ai pris le temps de travailler un peu, même le titre, en fait, de la mi du livre, qui s'appelle «Les Mm. trajectoires migratoires». Mm. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule trajectoire, c'est des trajectoires Mmh. et et dans le livre, heu, vous avez certainement lu, les différents chapitres. Le Qui livre sont est très, très composé, bien voilà, structurés, hein, exactement, sur des comprend vraiment de 8 oui. chapitres Mm. et en fait, que je peux diviser même en 3 ou 4 parties et donc le 1er chapitre traite justement, en fait, de ces voilà, des principales causes qui poussent, bon nombre de Guinéens à partir et effectivement et l les causes politiques, reviennent toujours, en tout cas quand on essaye d'analyser les trajectoires ou les parcours de Guinéens. Donc la cause principale, c'est vraiment une cause politique ou économique. Et comme vous l'avez rappelé, hein, pour ce qui est de la cause politique ou des causes politiques, on a tout ce qui est répression justement. La Guinée, depuis toujours, on peut dire, hein, il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Oui, Depuis toujours, la Guinée vit dans une situation, on l'a tous vécu d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre en fait, des personnes qui sont persécutées et donc la répression est devenue structurelle en fait en Guinée. Ce n'est même pas une conjoncturelle comme vous l'avez dit, hein, c'est devenu une situation, un outil ou un moyen en tout cas qui permet aux différents régimes qui se sont succédés, dans le pays à pouvoir en tout cas, contrôler, la population ou à maintenir la terreur afin de pouvoir, rester le et donc la répression, l'instabilité politique, c'est des questions qui reviennent toujours en tout cas quand on essaye d'analyser, voilà, ces causes qui poussent en tout cas les Guinéens à partir du pays. Et et puis après voilà, vous avez les causes économiques aussi, parce que, voilà certains diront que les principales causes en tout cas qui poussent les Guinéens à partir, c'est la précarité économique, le chômage, il faut le dire aussi. Certes, d'un côté, il y a des personnes en fait qui partent parce que voilà, ils subissent, ils, ils, du point de vue politique aujourd'hui, on a plein d'acteurs en fait qui sont persécutés, et on a des acteurs aujourd'hui qui ont disparu en fait de la scène et depuis très longtemps, on parle des acteurs en tout cas, qui ont été persécutés ou qui ont été arrêtés, emprisonnés et dont on n'a pas de nouvelles. Et donc ce qui pousse en fait de manière, directe ou indirecte aux jeunes, à quitter le pays. Mais de l'autre côté, vous avez les pressions économiques, comme je l'ai dit, le chômage, et la précarité économique, heu, dans laquelle se trouvent, les populations les plus jeunes, dans le pays. merci beaucoup monsieur Telly pour ces éléments de réponse. Alors moi j'ai beaucoup aimé, la lecture de cet ouvrage, pour 2 raisons. La 1re, c'est que, moi-même je suis à l'étranger, donc les questions de migration m'intéressent et me parlent. La 2e raison, c'est que, j'ai beaucoup appris en lisant cet ouvrage, que j'ai trouvé,
par ailleurs très, très bien, structuré. Il y a une organisation, très cohérente du début à la fin, une espèce de passerelle entre les chapitres que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, comme si, en vous lisant du début à la fin, on suivait le migrant ou bien le voyageur peut-être, heu à partir de la genèse même de son voyage jusqu'à la destination. Destination qui peut être, soit, la tragédie, c'est-à-dire qu'il est possible que le voyageur perde la vie, soit dans le désert ou bien dans la mer Méditerranée, c'est possible, ou bien une fois que le voyageur parvient, justement à rejoindre l'Europe, il y a d'autres difficultés. Donc moi, j'ai eu l'impression, en tout cas en lisant le livre, de suivre une personne qui voyage comme ça et de cheminer avec cette personne-là. Donc j'ai beaucoup aimé cela. Pour revenir un petit peu au début, par rapport, aux causes, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, heu, vous écrivez quelque part, que, on va dire, la migration n'est pas seulement une, décision individuelle. Elle est souvent profondément ancrée dans les liens familiaux et communautaires. Moi, j'ai beaucoup aimé votre, procédé parce que d'abord, vous expliquez, vous donnez des exemples et des situations. Ensuite, vous proposez aussi, des solutions. C'est plus ou moins le même procédé que j'ai retrouvé dans presque tous les chapitres et j'ai beaucoup aimé cela. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dire, comment peut-être ce procédé-là, heu, la migration n'est pas seulement une décision individuelle, comment ça se fait? Quand une personne physique et morale ne décide pas d'elle-même, ou bien en tout cas de façon personnelle, de partir vers l'aventure. Comment ça se fait? Comment les parents, la société interfèrent dans cette décision-là? C'est une très bonne question, pertinente, qui nous interpelle tous, hein. Hem, et depuis, quelques années, 10-15 ans, on voit une sorte, en fait, de mimétisme, en fait, dans le choix, de partir. Surtout chez les plus jeunes. J'aime souvent rappeler, la différence, entre les migrants, en tout cas, qui partent, du pays ou des pays africains. On a d'un côté, en tout cas, la migration, entre guillemets, «de compétences» et des personnes, en tout cas, qui ont fait des études, des intellectuels, l'élite, en fait, qui, d'une certaine manière, voilà, avoir un choix, quoi. C'est-à-dire peuvent, heu, prendre, la décision individuelle, en tout cas, de partir et de l'autre côté, vous avez, la migration, de survie. Mmh, Quand je dis, migration de survie, je pense à tous ces jeunes, en tout cas, qui prennent la route, qui n'ont pas fait des études. D'ailleurs, en fait, certains, n'ont même pas pu aller au collège, où ils ont arrêté parce que, voilà, la situation a été un peu compliquée et donc il y a cette question, en fait, de mimétisme au niveau de ces jeunes qui voient, heu, leurs amis partir et à travers des images qu'ils voient, de part et d'autre, donc ils décident de faire le choix aussi de partir. Et puis après voilà, vous avez puisque je parle de mimétisme, familial, on peut même être amené aujourd'hui à dire, le mimétisme communautaire ou institutionnel qu'on a dans certains pays, africains et notamment en Guinée. Des familles aujourd'hui qui poussent, d'une manière ou d'une autre, leurs enfants à faire le choix de partir et donc ça devient très problématique parce que, l comme vous l'avez vu en fait dans le livre, hein, vous l'avez une trajectoire en fait, c'est des trajectoires en fait et il y a l'idée même en fait au départ en fait là, c'est-à-dire avant le départ, j'ai essayé d'analyser la question, de la projet. Et puis après, voilà, il y a, voilà, le parcours, c'est-à-dire, pendant la migration et puis après, voilà, il y a les défis, ou les problématiques qu'on a et qu'on peut rencontrer, après la migration et donc c'est un cheminement, en fait, qu'on voit et la question individuelle, devient de plus en plus, problématique et d'ailleurs, en fait, si vous permettez, parce qu'il pour permettre à certaines de comprendre, en fait, de quoi il s'agit, parce que très souvent, mais mmh, moi, au début, au niveau de cette réflexion, en fait, il y a quoi? 4 ans, 5 ans, je commençais à réfléchir sur ces questions.
j'avais pas la réponse à tous ces mêmes. Là, en fait, j'ai toujours pas la réponse, en fait, parce que la migration, c'est vraiment une question, en tout cas, très complexe, hein. Et vous avez des sociologues aujourd'hui ou des spécialistes de la migration qui vous disent, que voilà, il est très difficile de se mettre dans la peau d'un «migrant» entre Mmh, guillemets. Et donc, ce que je voulais, en fait, c'est peut-être essayer d'amener, aux personnes qui nous suivent là, le terme migrant, en fait. Et si je vous pose la question, vu que vous nous suivez là, est-ce que vous pouvez définir en fait le terme migrant? Qu'est-ce qu'un migrant selon vous? Je pense que vous avez accès en tout cas aux commentaires, peut-être vous pouvez réagir. Quoi cette question? Il n'y a pas vraiment de définition juridique, entre guillemets «au standard» du terme migrant. mmh, Et alors, je vais tenter de même, quand même de définir 2 ou 3 termes qu'on peut retrouver d'ailleurs en fait sur le titre du livre. Premièrement, qu'est-ce que la migration? Introductive du livre, je me suis permis de citer la définition très large, de l'OIM, qui revient sur, le terme, de la migration. Il essaie de définir de manière large, de façon large, la migration. Alors d'un point de vue, juridique, parce que je suis juriste, on pourrait être amené à dire que la migration désigne, le fait pour une personne, ou moins jeune, de quitter son pays d'origine ou de résidence habituelle, pour s'installer ou durablement dans un autre pays, de manière, régulière ou irrégulière. Alors notion de régularité ou de l'irrégularité, je l'ai abordé largement dans le livre. C'est une question mmh. juridique en fait, sur lesquelles je suis revenu, très 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 en largement détail, dans ouais. le Détail, oui. dans le livre. J'ai pris l'exemple de la France que je connais bien et de comment on fait face en tout cas aux démarches administratives, ou juridiques. Comment on peut, faire face en tout cas à tout ce qui est droit au séjour, droit d'asile, droit à la reconnaissance de la minorité. Vous voyez bien en fait, on peut dire que c'est vraiment, simple, mais le terme migrant n'est pas défini juridiquement en fait. Ouais. L'autre terme en fait que je voulais aborder, ça revient en tout cas à la migration, c'est le terme migrant. Je vous ai posé la question, probablement certains parmi vous ont pu répondre, ont répondu en tout cas à la question, mais moi je dirais tout simplement les migrants et toute personne. Tout à l'heure on disait la migration, c'est le fait. Voilà, là on peut dire, c'est toute personne en tout cas, soit européenne ou africaine, c'est toute personne qui quitte son pays d'origine pour vivre dans un autre pays de façon durable. Quel que soit son statut juridique ou administratif. Vous voyez, ça revient toujours en fait le statut. Cette question, elle est importante pour moi, de revenir un peu pour, permettre, voilà, déjà au départ, permettre aux familles, d'une certaine manière en tout cas ou à la communauté qui pousse certains, à partir, de savoir que voilà, quand on est migrant, voilà, il faut aussi, avant de partir, avoir en tête qu'il y a des statuts, où, il y a des défis en tout cas à relever pour entrer dans tel ou tel statut, juridique, quand on arrive dans le pays d'accueil. Dernière chose, rapidement Mmh. sur le terme en tout cas à définir, il s'agit du terme trajectoire. Ça peut interpeller aussi. Quand on parle de migration, il faut penser l'avant migration, le la mi l'après. L'après, et ouais. et là Mais la c'est traje vraiment vous avez abordé vers la fin, la question les perspectives, oui. de l'intégration, Ouais, perspective, le ouais. travail, l'après. Mmh. Ouais. Et donc, j'estime que trajectoire, en tout cas, c'est un terme, collège de sociologie, vous l'aurez compris, hein, en fait, c'est des termes que vous retrouvez sur le titre directement, sans même aller dans le détail, en fait, en tout cas, des livres. Mmh. Et pourquoi trajectoire au pluriel d'ailleurs, en fait, ou pas au singulier? Pourquoi? Parce que, tout simplement, les trajectoires, les parcours migratoires ne sont pas uniques, en Vous fait. lisant, on comprend Il y en a pluriel, hein. plusieurs, en fait. Donc Mmh. c'est pourquoi j'ai mis, les trajectoires. Donc les trajectoires sont l'ensemble des étapes, comme on l'a dit, des étapes vécues par une personne pendant et après, je l'ai dit, hein, avant, pendant et après la migration. Et donc, dans le livre, je parle des raisons du départ. Je parle aussi du parcours du voyage, j'analyse l'arrivée dans les pays d'accueil, Vous avez oui, justement. Alors, et j'analyse aussi l'arrivée mmh, voilà,
Après Oui, après l'accueil, il y a l'installation, les difficultés. Je parle mmh, aussi des réussites, en fait, ce qu'il bien sûr. faut souligner aussi les réussites et les liens, heu, voilà, que les migrants, en tout cas, ont avec le pays d'origine, en l'occurrence la Guinée. Alors moi, franchement, pour peut-être recentrer, la discussion, sur l'ouvrage, les questions, vont venir, hein, monsieur Diallo, petit à petit. On va vous Ah, bien poser sûr. les questions. Mais moi, j'ai été frappé, par endroits, par des phrases, que je pourrais qualifier de punchline, on va dire tragiques, dans votre œuvre, dans votre ouvrage. Et qui pousse quand même à réfléchir, qui pousse le lecteur à se poser des questions, à peut-être, penser cette question de la migration. Je pense tout de suite là à la phrase, dans un passage évidemment vous dites, que chaque voyage est une loterie où la vie est en jeu. Moi, c'est une phrase qui a retenu, vraiment mon attention parce que je trouve qu'elle est lourde de sens. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Effectivement, c'est et tout à l'heure, en fait, j'ai essayé de faire la différence entre, la catégorie de migrants, de compétences et la catégorie de migrants, de survie. Les migrants de compétences, tous ceux qui ont partent avec des objectifs bien clairs, avec une vision, avec une certaine préparation. Je pense, aux étudiants, pense aux intellectuels, je pense à ceux qui ont déjà un métier, à ceux qui ont, un parcours. Arrivent en tout cas à gérer ces difficultés, ou les défis qui sont abordés dans le livre. Par contre, de l'autre côté, vous avez en fait, touché tous ces jeunes en tout cas qui prennent le choix de partir et au pif. J'ai envie de dire au pif comme ça, juste parce que voilà, il y a des difficultés certes, mais parce que voilà, ils ont vu un proche ou un ami partir et donc c'est des jeunes qui ne sont pas préparés et donc pour eux, c'est vraiment comme une loterie en fait. Ils, ils se lancent dans l'aventure ou dans le projet de voyage comme ça, sans préalable en fait, sans préparatifs. Il y en a même en fait qui ne disent pas, qui ne disent qui partent, et comme ça, sans avertir les parents, sans avertir la famille, prennent la route sans savoir, voilà, les difficultés les difficultés du trajet. Parce que voilà, c'est pas comme, vous et nous, en qui pouvons aller dans une ambassade, demander un visa, prendre un billet d'avion. Les jeunes en fait qui, mobilisent un certain montant. Ouais, il lui perm qui lui permet de voilà, d'acheter un petit billet, dans un taxi brousse ou dans un petit camion pour, voilà, traverser différentes villes, pour ne pas dire différents pays Mmh, et donc ce jeune qui n'est pas préparé à ce parcours, déjà, il va subir beaucoup, en fait, dans le parcours migratoire. Vous avez entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Méditerranée, au niveau, des pays, entre guillemets, où, il y a énormément de jeunes aujourd'hui guinéens ou ouest-africains qui attendent de traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont bloqués là-bas, qui souffrent beaucoup parce qu'ils étaient pas préparés et donc ils arrivent là, comme ça. mmh. Vous retrouvez là comme ça par hasard et vous pouvez rien faire, en fait et puis ces jeunes qui arrivent à se débrouiller jusqu'au pays d'accueil, notamment en Europe. Ils arrivent dans des conditions très difficiles, sans aucun repère. Mmh. Parfois, certains n'ont même pas, voilà, de parents ou de connaissances. Ils arrivent, dans une ville où ils connaissent personne, ils ne parlent pas la langue. C'est le début de voilà, d'une autre dimension ou d'un autre niveau, de difficulté qui La les attend difficulté. et donc ils se retrouvent, piégés, dans dans ce monde où, tout est une question de procédure, Mmh. tout est une question de chiffres, tout est une question de contrôle, tout est une question en tout cas de politique, et on oublie, les aspects les plus importants, qui, normalement nous permettent de vivre en communauté, en société. Je parle des droits humains, de voir en tout cas l'humain en face. Mais effectivement, oui, c'est quand même une loterie en fait pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui quittent le pays pour arriver dans des pays, comme la France, l'Allemagne, la Suisse, ou la Belgique. Adama, rapidement, peut-être, que tu as une autre question?
avant Mais que moi après évidemment je vais intervenir, mais franchement pour l'instant, on a des questions aussi sur Facebook et YouTube. Je vais les poser par la suite, mais Adama, oui. tout à l'heure, vous avez parlé des familles. Et du coup, et dans le livre, vous décrivez les familles qui vont jusqu'à vendre leur maison ou leur terre pour financer les départs d'un enfant. On comprend que la migration est un projet collectif, mais aussi une charge énorme pour les migrants qui portent les espoirs de toute une famille. En fait, ma question, c'est cette pression familiale pousse-t-elle parfois les jeunes à prendre des risques qu'ils n'auraient pas pris s'ils étaient vraiment seuls? Ouais, effectivement, c'est un risque que certains jeunes prennent, ouais. Et justement, en fait, ça revient à la question Que j'ai posé plus exactement, voilà, la question qui a été abordée tout à l'heure. Et il y a un vrai risque. Et aujourd'hui, la question des difficultés ou des défis auxquels sont confrontés les jeunes dans les pays d'accueil sont invisibilisés. Les jeunes ou les migrants en général vivent dans une pression, sous une pression totale en tout cas. Parce que voilà, quand ils partent, en tout cas, ils savent les conditions dans lesquelles ils ont quitté le pays. Parce que soit certains membres de la famille ont cotisé pour le départ, comme vous l'avez rappelé, ont vendu, je sais pas, des biens, une parcelle par-ci ou un petit fonds de commerce, en tout cas par là, pour essayer de préparer matériellement, on peut dire sur le plan matériel, le jeune à faire face à la migration. Et j'avoue que, quand on part avec ce poids familial sur les épaules, c'est un risque non seulement, pour, la personne qui part mais aussi en fait la famille, de ou membre de famille, la oui. famille, On justement imagine, en fait hein, qui sont restés, alors peut-être, ouais, oui, vas-y Adama. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question sur le massacre du 28 septembre 2009. Dans notre analyse, le massacre du 28 septembre apparaît comme un moment clé. Il ne s'agit pas seulement d'un épisode violent ou de plus, mais d'un choc profond qui semble avoir définitivement rompu le lien entre une partie de la population et les institutions. Beaucoup ont compris ce jour-là que l'État pouvait même se retourner contre leurs propres citoyens. Selon vous, en quoi cet événement a-t-il marqué durablement les rapports des Guinéens à leur pays et leur avenir? et la question du 28 septembre, c'est une question en tout cas qui est difficile à aborder. J'ai pris beaucoup de temps en tout cas à réfléchir sur cette question. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut rappeler ces faits? Parce que c'est des faits, hein. J'ai rien Bien sûr, analysé, oui. c'est vraiment pas une invention. Et comme vous l'avez rappelé, hein, c'est vraiment dans le premier chapitre où j'essaye de faire comprendre, surtout aux sociétés d'accueil, les pays européens. Ce chapitre s'adresse particulièrement aux sociétés d'accueil Mm, dans les pays européens qui ne connaissent pas forcément ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Guinée. Et Mmh. donc, le 28 septembre était un événement douloureux, il faut le dire. Tous les Guinéens ont vécu d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Et c'est très difficile d'aborder la question mm, parce que on a toujours des victimes de cet événement ou de ce drame et qu'il faut condamner. Et Oui, je rends hommage à toutes les victimes de, de, de ce, de ce drame. ça Et après. il faut dire que oui, c'est justement un événement majeur qui a brisé la confiance entre l'État et les citoyens. Donc on a un État, les citoyens n'ont plus Moi, j'ai confiance. envie de dire, monsieur Diallo, c'est toujours le cas, je suis désolé, mais Ouais, c'est toujours le cas. Heu, peut-être, d'après, ma compréhension et mon analyse, heu, sur le cas du massacre du stade, évidemment, c'est un drame qui a marqué, la Guinée pour, je pense pour pendant de très, très longues années encore hein, devant nous. C'est vraiment, dramatique ce qui s'est passé, le dans ce stade-là, ce jour-là. Je pense aussi que vous avez essayé de montrer, heu, à la suite de ce drame-là, que les populations peut-être se sont dit, «Écoute, franchement ce pays maintenant c'est très risqué». Peut-être que ça a motivé de façon tacite d'autres personnes à aller voir ailleurs et je pense peut-être ouais. que c'est ce que vous avez essayé de relater et c'est parfaitement plus ou moins normal.
Parce qu'ici, évidemment, moi, j'ai beaucoup aimé, votre position de dire: «Je veux humaniser les décisions de ces gens-là. Je veux humaniser ces gens qui décident de quitter leur pays pour aller voir Mmh. ailleurs» et moi, j'ai beaucoup aimé, cette démarche-là et peut-être pour, heu, poser une question plus ou moins dans cet ordre-là, j'abonde vraiment dans le sens de la question de Adama. Est-ce que, vous direz que la migration aujourd'hui en Guinée, c'est davantage un acte de survie politique justement? C'est-à-dire c'est plus on a envie de survivre à la politique de notre pays qu'une quête de liberté, d'une simple par ou bien une simple, question, économique, par exemple? C'est un mélange de 2, hein. Mmh. Il faut le dire, en fait, c'est que c'est vrai, certes, la situation de la Guinée, elle est déplorable, elle est regrettable, mais elle est très problématique et on sait bien qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont forcées à l'exil récemment, à l'occasion de la sortie, en tout cas, de mon livre, j'ai créé un podcast où j'invite des personnes, en tout cas, à parler de la migration, à raconter leur parcours. Mmh. Et j'ai reçu un ancien ministre, guinéen, qui disait que voilà, la migration, guinéenne, en tout cas, elle est majoritairement économique. En tout cas, c'est la cause principale, c'est vraiment la cause économique. Et j'avoue que c'est difficile à faire la part des choses, mais il faut dire, en fait, principalement, heu, le la principale ou les motivations, en tout cas, de départ, vers l'étranger, Mmh. c'est soit économique ou politique. Est-ce que c'est plus politique Et aujourd'hui, en 2025 et c'est plus politique qu'économique? Mmh. alors avec un peu de recul, même pas, en 2025, avec un peu de recul, mais je dirais que on ne peut pas d'ailleurs, en fait, séparer Mmh. l'aspect économie, tu vois, les facteurs économiques, facteurs, De politiques, en l'aspect tout cas. politique. Parce que une instabilité, quand il y a des répressions, quand le pays, ne fonctionne pas, les institutions ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'état de droit. Vous saviez bien que voilà, il est très difficile en tout cas de parler d'économie, de faire, en tout cas des activités économiques, hein. Et donc je pense qu'en fait les 2 sont liés. Comme je l'ai dit, hein, certains subissent, certains sont forcés à quitter parce Quitter, que oui. voilà, ils sont persécutés, ils sont Mmh. forcés à l'exil. Il y en a plein. Aujourd'hui, il y a des personnes Oui, en tout cas qui, risquent leur vie, en étant en Guinée. C'est quand même un bon nombre de Guinéens aujourd'hui qui sont forcés vraiment à l'exil. De l'autre côté, on a je parlais en fait de la migration de survie. On a des jeunes aujourd'hui. Si vous voulez en fait revenir un sur les chiffres, dit. parce qu'en fait, pour mieux comprendre ça, il faut peut-être, revenir un peu sur les chiffres pour pouvoir comprendre le nombre de Guinéens aujourd'hui qui sortent du pays. C'est énorme en fait. Et d'ailleurs, à l'occasion de la sortie du livre, j'avais organisé une dédicace en ligne pour présenter un livre et puisque dans le livre, en fait, j'ai évité de parler, des chiffres. Mais à l'occasion de la sortie, j'ai essayé de planter le décor en présentant les chiffres. C'est assez contradictoire, mais c'est pour vous dire qu'en France, rien qu'en France, en fait, la Guinée figure dans le top 5 personnes qui viennent pour demander l'asile. Et l'asile. Et donc là, quand on parle d'asile, on parle de tout ce qui est fui, en tout cas tout ce qui est persécution et tout ce qui est autour parce qu'on voilà, on fuit son pays pour, demander, la protection d'un pays. Présenter, j'ai essayé en fait, de faire une analyse empirique, hein, Mmh mh. au À niveau de la partir de réflexion du l'expérience. livre, même si je n'ai pas présenté, je n'ai pas abordé, les chiffres dans le livre, mais j'ai fait une sorte d'analyse empirique ou une analyse très concrète en fait de la migration, en Europe. Parce Mmh. il me fallait faire, cette analyse empirique pour comprendre certains aspects, au lieu de se concentrer juste en fait sur les histoires vécues. Oui, Donc d'accord. j'en ai profité pour partager les résultats d'une enquête que j'ai moi-même menée, en 2022 et 2023, auprès des migrants guinéens, vivant en Europe et aussi parler des chiffres, officiels parce qu'on ne peut pas les éviter, hein. Par exemple, c'est le rapport, je le disais, hein, de l'OFPRA, c'est l'établissement qui est chargé de traiter toutes les questions, d'asile en France. 2024, la Guinée figure, comme je le disais, dans le Mmh. top 5 des Le top pays 5 d'origine de pays pays. d'Europe et premier parmi les pays africains et donc là,
on parle de chiffres en tout cas de plus de 10 000 personnes, rien qu'en 2024. Et donc là, c'est la question politique qui revient en fait. 10 000 personnes Mmh. qui, à la première fois, côté statistique, je vais peut-être caricaturer un peu, du côté Mmh mh. statistique, du côté Non, mais politique, c'est c'est visible. Fois, on mmh. peut même, on est un peu trop plus bien classé en fait du point de vue statistique. En fait, moi, ce que peut-être pour, rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, Mhm. tu viens de dire, hem, une fois, par exemple, que, la personne qui décide de se lancer dans le voyage a traversé, on va dire, entre guillemets, «l'enfer», il y a toute une série de procédures qui l'attendent, en Europe, que ce soit en France, en Allemagne ou dans un autre pays d'Europe. Il y a d'abord, le droit d'asile, le droit des mineurs, non accompagnés, le titre de séjour ou la régularisation du séjour et enfin la naturalisation. Là, je vous cite, c'est plus ou moins, Tout à fait. les différentes étapes auxquelles, la personne fait face. Moi, j'ai quand même retrouvé dans toutes ces étapes que vous avez d'ailleurs très, 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 très bien expliquées, franchement, c'est on comprend très bien comment la mécanique fonctionne, mais il y a quelque chose de commun à toutes ces étapes. C'est qu'il y a des difficultés, il y a de l'attente, c'est anxiogène, ça fait mal. Psychologiquement, on est très mal. Moi, j'ai quand même envie de poser la question, parce que vous proposez évidemment des solutions. On laissera le soin à nos auditeurs, nos auditrices qui vous liront d'aller découvrir ces solutions-là. Mais vous dites, il y a une solution, moi, qui m'a beaucoup interpellé. Quand on sait qu'on doit faire face à toutes ces difficultés, dans toutes ces étapes-là, et qu'au niveau guinéen, pour atténuer la migration, les autorités doivent avant tout instaurer un climat politique stable et transparent. Là, je suis en train de vous citer. Quand vous regardez la situation politique actuelle de la Guinée, est-ce que vous pensez que dans 2 ans, dans 3 ans, la Guinée est bien partie pour peut-être sortir du classement que vous venez de nous exposer? Alors, je vais pas être alarmiste ou pessimiste, mais pour répondre à la question, je dirais non. Vu ce qui se passe aujourd'hui, et d'ailleurs depuis plusieurs années, hein, je pense qu'on est mal parti pour s'attendre en tout cas à une certaine stabilité, politique permettant à faire face à ce flux migratoire. Je pense D'accord. qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et donc comme vous l'avez rappelé dans le livre, à chaque fois j'essaye, justement d'apporter une petite, solution, contribution problématique ou, aux questions qui sont posées, tout au long du livre. Ça va même à, le dernier chapitre qui parle de tout ce qui est perspective, de la migration guinéenne et des solutions, qu'on pourrait adopter et je pense que c'est assez déplorable, c'est très problématique en fait qu'on soit au 21e siècle, en 2025, qu'on soit, qu'on soit toujours à ce niveau, en tout cas, de débat, heu et lié à la stabilité La d'un stabilité pays, en politique. d'un et de la stabilité politique, d'un pays. Mmh. Parce que dites bien, en fait, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Dites-vous bien que c'est les citoyens qui souffrent, au-delà de tout ce qui se passe, hein. Malheureusement, on est un peu pris par le temps et Ouais, ouais, on a des internautes qui ont posé ouais. des questions. Ouais, tout à fait, Heu, OK. Non, rapidement, mais non, mais je voulais juste en fait dire que, en tout cas les autorités, ils ont ils ont des responsabilités à assumer. bien entendu. Alors il n'y a pas que les autorités, on peut aussi penser aux familles ou aux parents qui ont des responsabilités à assumer, de part et d'autre. Et donc pour nous permettre en tout de sortir de cette situation, d'instabilité politique, qui permettrait, d'une certaine manière, à faire face, à ce flux migratoire Mmh. pour que Oui. la migration ne soit pas, voilà, ne soit pas une Mmh. solution à que la Mmh. migration soit vraiment un choix individuel, Mmh. bien pensé, bien préparé et pour permettre à chacun, voilà, d'avoir cette liberté de partir, si Ou de besoin est, rester. que ça ne Mmh. soit pas une solution à tous les problèmes, qu'on Une a. solution nécessaire, hein. Ouais. Alors, il y a, Maurice Aïfoulaye qui nous dit, bonsoir. On a monsieur Bagouane Barry qui dit aussi bonsoir.
Il y a une question de 2 questions de Maury. Je veux comprendre ce processus personnel qui infine qui voilà, qui in fine est plutôt, voilà, in fine est plutôt collectif. Peut-être, oui, l'autre question qu'il a posée, c'est, comment l'auteur interprète-t-il le phénomène de la fuite des cerveaux liés à la migration? Évidemment, je pense, que c'est quelque chose que vous avez abordé, dans le livre. Peut-être, auriez-vous une réponse, plus ou moins, sommaire, hein, à ces 2 questions de Maurice Saïfoulaï? Oui, la question de la de la fuite des cerveaux, est très problématique et c'est d'ailleurs, une question aussi, que j'ai abordée, dans le livre, dans le 7e chapitre, je crois. En 30 secondes, monsieur Diallo, s'il vous plaît. Voilà, en 30 secondes, je dirais que, la question de la fuite des cerveaux est très problématique et moi je pense que la Guinée perd beaucoup aujourd'hui, en termes de ressources humaines. Vu ce qui se passe en tout cas, ça devient un cercle vicieux. Plus il y a l'instabilité politique, plus il y a des problématiques liées au système économique ou à tout ce qui est précarité économique, plus vous voyez des personnes aujourd'hui qui partent et ce départ aussi nourrit justement en fait le manque de ressources humaines parce que très souvent on dit que voilà toutes les têtes ou toutes les têtes, les titres se retrouvent, au niveau de la diaspora. J'ai pas envie de dire qu'en Guinée aujourd'hui qu'on n'a pas de ressources humaines, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux en fait Oui. qui devient, problématique qui devient très problématique pour à la fois les personnes qui se déplacent et même la société guinéenne aujourd'hui ou l'État guinéen qui perd beaucoup, Il y a Mamadou Sow, une question qui nous vient de YouTube qui demande: «Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi, la dernière partie. Vous voulez parler de quoi concrètement en parlant de préparation du parcours? Et à quelle étape cette préparation devrait-elle intervenir?» On peut être en 10 secondes. oui, bah, alors la préparation, elle peut être soit mentale, mais aussi, heu, matérielle ou personnelle en tout cas, ou intellectuelle. Ce que j'ai envie de dire en fait, c'est qu'on peut se préparer de différentes manières en fait, pour prendre le voyage ou pour partir à l'étranger. Soit parce que voilà, surtout pour les jeunes en tout cas, ce que j'ai envie de dire, continuez vos études en tout cas. N'arrêtez pas vos études au collège, au lycée ou à l'université, pour juste parce que voilà, vous avez vu quelqu'un partir. Donc il faut Mmh. se préparer, il faut avoir un métier parce que le monde change aujourd'hui dans les pays d'accueil, hein, les pays européens, ils font face à des problématiques liées à tout ce qui est, changement, de technologie. On parle aujourd'hui de l'IA. Beaucoup de métiers sont en train de disparaître. Donc si vous partez, et vous arrivez dans ces pays, sans métier, un petit bagage avec d'être OK. Je sais que Oui. voilà, il y en a qui sont obligés de partir parce que voilà, ils fuient, une situation du pays et ça, on peut bien le comprendre. Mais la préparation au voyage permet non seulement à faire face au parcours, mais aussi voilà, de s'intégrer, et d'avoir les bonnes informations aussi. C'est important d'aller vers, les bonnes informations, ne pas se fier simplement à ce qui est donné, dans des forums ou, voilà, à travers certains membres de la diaspora qui nourrissent aussi, son rêve en tout cas de partir, de ce rêve européen entre guillemets. Mmh. Donc on a aussi, monsieur, pardon, peut-être madame, Christrel, bon, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, mais qui dit, Teddy Diallo et avec un émoticône oreille, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'elle est à l'écoute ou bien qu'il est à l'écoute, hein, certainement. Christelle, je vois qui c'est, ouais. Alors il y a Algassimou Poredaka qui nous salue, bonsoir. Bonsoir Algassimou. Salut Algassimou, Il y a aussi Ali Oubari qui pose une question, qui dit: «Bonjour, est-ce qu'on a des statistiques sur les étudiants qui viennent étudier et refusent de rentrer, par manque de perspective?» alors malheureusement, j'ai pas de statistiques. Il est très difficile d'avoir des statistiques, sur, la Guinée, hein, sur, le flux migratoire en Guinée et d'ailleurs, c'est une vraie problématique aussi, et d'ailleurs si vous avez des chiffres, n'hésitez pas et d'ailleurs même, de façon globale, aujourd'hui, il est très difficile, d'avoir des statistiques, sur le flux migratoire, en tout cas guinéen, parce que l'État, n'a pas cette capacité
d'avoir une base de données pour pouvoir contrôler ceux qui sortent, ceux qui entrent, ceux qui sont sur place. Et aujourd'hui, c'est tout bête, hein, je vais peut-être, dire une bêtise, on pourrait te permettre en tout cas d'estimer, ça c'est de façon globale, je ne parle pas des étudiants, parce que pour être Mmh. honnête, je n'ai pas de statistiques. D'accord, Et bah, il se peut que voilà, au niveau des ambassades, au niveau des institutions, au niveau peut-être du ministère des Affaires étrangères, on pourrait peut-être avoir, une vue, d'ensemble sur les statistiques. Mais de façon globale, en fait, on peut estimer qu'au niveau de la population générale guinéenne, qu'il y aurait, peut-être 12 en tout cas, de la population guinéenne, générale qui vivrait à l'étranger. OK. Environ, peut-être 2 millions de Guinéens à l'étranger. Il faut noter peut-être, voilà, bon, je dis des bêtises, hein, mais attention, je n'ai aucune source fiable, c'est juste une estimation. C'est Si juste vous une avez des estimation à chiffres prendre avec si vous des avez des pincettes, chiffres, évidemment. je suis preneur dans les commentaires ou, Mmh. plus tard en off, je suis vraiment preneur, mais c'est difficile d'avoir des chiffres parce que D'accord. voilà, Mmh. comme vous le connaissez, la Guinée, même à l'intérieur, on a du mal à avoir une base de données qui nous permet d'avoir une certaine visibilité, du nombre de la population guinéenne Alors en on a une général. dernière question peut-être, Mori Aminata Kwassia qui demande, comment l'auteur concilie l'inclusion des migrants avec, la préservation de leur identité culturelle, puisqu'il a parlé de l'intégration des migrants? Je pense que c'est une bonne question. Vous oui? Comment vous conciliez l'inclusion des migrants avec, la préservation de leur identité culturelle? C'est une très bonne question que j'ai abordée dans le sixième peut-être chapitre où je parle, de l'intégration, culturelle, sociale, en tout cas dans les pays d'accueil. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut tout Très simplement rapidement monsieur. voilà, ce qu'il faut Oui, j'ai envie de dire en fait, il faut avoir son identité, culturelle. Il faut garder son identité. Partout où on est, il faut avoir son identité, mais en même temps, il faut pas se fermer, il faut être ouvert. Il faut être surtout quand on arrive dans un pays où on ne connaît pas les codes sociaux, les codes culturels. Donc, il faut être open pour pouvoir justement apprendre les codes sociaux et les codes culturels qui nous permettraient justement à s'intégrer, à comprendre voilà comment la société dans laquelle on vit, comment elle vit, quels sont les rapports de vie en société et qu'il faut adopter. Il faut à la fois à, euh, son son identité culturelle, identité, justement, tout mais en essayant de tout en s'intégrer essayant justement d'adopter, voilà, les codes culturels et sociaux, du pays dans du lequel pays on d'accueil, est amené d'accord. à vivre. Peut-être, un dernier mot, Adama, peut-être, pour, clore la discussion, Adama? Non, moi, c'est bon, vous avez répondu à toutes mes questions. Juste, D'accord. j'aimerais savoir, imaginons, quel message aimeriez-vous adresser à un jeune Guinéen qui décide de partir? Alors, le message que je voudrais vraiment, Négocier. donner, c'est préparez-vous. En fait, la migration n'est pas une fatalité. Et Mmh. moi, l'objectif de ce livre, c'est vraiment pas de dire que ne partez pas, de rester dans votre pays. C'est vraiment pas un cri de cœur, en fait. C'est pas vraiment pas un cri de désespoir. C'est un message d'équilibre. Donc, si vous avez la possibilité de partir, partez, mais préparez, euh, partez, voilà, de façon légale et une fois dans le pays d'accueil, aller vers les bonnes informations. Donc le livre, l'objectif principal, c'est vraiment informer les futurs migrants, entre guillemets «idéaliser», la vie à l'étranger, Bien mais sûr, sans non plus diaboliser en fait ce qui se passe parce que, l'autre objectif du livre ou d'ailleurs du podcast que j'ai créé, c'est de mettre en lumière en tout cas les réussites entre des migrants qu'on a au niveau de la diaspora. C'est temps au niveau des médias, il y a eu tel nombre de morts au niveau de la Méditerranée. Mais dites-vous bien qu'il y a énormément de Guinéens, beaucoup, qui ont un parcours inspirant, très réussi, qui arrivent soit pour les études ou pour le travail. Ils s'intègrent et ils travaillent. C'est quand même une fierté. Moi, je connais beaucoup de Guinéens aujourd'hui en Europe qui rentrent dans cette case. Et donc, c'est aussi interpeller, comme je l'ai dit, hein, les familles de ces migrants. Donc, chacun puisse prendre sa responsabilité, qu'on ne pousse pas les gens, et surtout les plus jeunes, à se lancer dans de tels parcours. Et puis après, merci voilà, beaucoup.
Merci Voilà, beaucoup. vous allez prendre connaissance du contenu du livre qui est disponible, sur Amazon et dans certaines librairies. Je rappelle que le livre est édité chez, L'Harmattan. Allez vous le procurer. Moi, j'ai beaucoup aimé, la lecture. Je vous remercie énormément monsieur, Telly Diallo. Vous portez, un nom qui est lourd d'histoire, hein. Entre parenthèses, je vous remercie d'avoir accepté, notre invitation. Ce fut un réel plaisir pour moi d'animer, ce numéro de l'invité, des concernés. J'étais accompagné exceptionnellement aujourd'hui, de Adama Condé, stagiaire chez Les Concernés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez été, plus ou moins nombreux aujourd'hui à nous suivre. On se retrouve, très vite chez Les Concernés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.